Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui est aujourd'hui dédié à une grande question: comment optimiser et anticiper la transmission de son patrimoine? Et pour répondre à cette grande question, je suis ravie de recevoir sur ce plateau Nathalie Couzigou-Suas, notaire à Paris. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes. Et Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et Compagnie France. Bonjour Audrey Ferry. Alors, pour commencer, Nathalie Couzigou-Suas, une question globale. Comment on fait pour préparer au mieux sa succession ? Alors, en fait, Pauline, c'est aussi dans le titre « Comment préparer et anticiper ». En fait, c'est vraiment... Plus vous aurez préparé en amont, eh bien mieux la succession se passera, déjà parce que vous pouvez faire des donations ou prévoir des investissements dans des assurances vie. Le support fiscal est d'autant plus intéressant que les versements sont faits avant les 70 ans. Et il y a aussi toute une série de donations, quand on a la possibilité de le faire, qui peuvent permettre justement de profiter des abattements fiscaux que vous donne la loi. Donc il y a tout un tas d'éventails. Donc il y a beaucoup de choses à votre disposition, mais avant tout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ne pas payer trop d'impôts, c'est très bien, mais surtout, il faut voir où on veut aller. Et c'est lorsqu'on a défini la stratégie patrimoniale de la famille que là, eh bien, on va l'aménager de façon à ce que ce soit le plus fluide possible. Audrey Ferry, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse ? Oui, bien sûr, je partage complètement tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'on a beaucoup de dispositifs, que ce soit juridiques, financiers ou fiscaux, pour justement établir une bonne stratégie, anticiper et mettre en place des solutions sur mesure. On peut avoir des gens qui ont des problématiques, par exemple, parce qu'il y a un enfant mineur ou bien un enfant handicapé. Là, on va se diriger vers des solutions juridiques telles que désigner un tuteur ou faire un mandat de protection future pour autrui. Ou bien on a un patrimoine aussi un peu complexe. Imaginons des biens ou des enfants aussi qui se situent à l'étranger. Comment organiser ça ? Comment anticiper ? On peut avoir aussi des proches qu'on veut aider, mais qui sont assez loin dans les liens de parenté. Donc, par exemple, des neveux-nièces. J'ai moi-même, par exemple, pas d'enfants. Comment puis-je transmettre mon patrimoine à ces héritiers-là ? Et donc, il y a différents dispositifs financiers comme l'assurance vie, et puis fiscaux avec des dispositifs Dutreil, des abattements qui se renouvellent dans le temps, etc. On va revenir sur ces dispositifs assurance vie et autres dans quelques instants. Mais juste avant, Nathalie Couzigou-Suas, vous disiez que le plus tôt, c'est le mieux. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à préparer sa succession, ou est-ce que c'est quand on commence à avoir un patrimoine, par exemple, quand on achète un bien immobilier, que là, on commence à se dire, OK, comment je vais m'organiser pour ma transmission ? Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que, chère Pauline, tous mes confrères, les notaires de France, sont toutes les semaines confrontés à ces situations récurrentes de parents, justement, qui ont économisé et qui veulent transmettre à leurs enfants. Donc, souvent, moi, les demandes me viennent de parents d'enfants mineurs. Donc, il faut quand même être vigilant, ne serait-ce que parce que si un jour vous voulez revendre le bien et que l'enfant est encore mineur, bien comme c'est un acte considéré comme important, il faudra l'accord du juge des tutelles. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est véritablement vers 55-60 ans avant les 61 ans. Ah, d'accord. Parce qu'il y a une date butoir pour les donations en nue propriété qu'il est bon de s'interroger. Moi, je trouve qu'avant, sauf à avoir un très gros patrimoine et savoir où on va, ça me le semble prématuré. Donc, 55-60 ans, Audrey Ferry, vous diriez à peu près la même tranche d'âge pour commencer la préparation de sa transmission ? Oui, c'est vrai que la plupart de nos clients sont effectivement dans cette tranche d'âge. Après, on a quelques âges sur lesquels il faut être vigilant. Par exemple, avant 70 ans, pour la possibilité de verser en assurance vie, d'avoir une fiscalité particulière, notamment un abattement de 152 500 € par bénéficiaire qu'on va désigner si on a versé avant ses 70 ans. On a aussi un âge butoir qui est l'âge de 80 ans. C'est pour un abattement de 31 865 € quand on fait des dons de sommes d'argent, par exemple à ses enfants. Voilà, donc il faut être un peu vigilant, mais je dirais que c'est surtout une question vraiment propre à chacun. Et puis, on peut avoir des événements aussi qui
qui vont nous marquer et on va se dire, effectivement, il faudrait peut-être que je pense à organiser la transmission de mon patrimoine, par exemple le décès d'un proche ou la naissance d'un petit enfant, ou la vente de sa société, ce genre d'événements qui vont faire prendre conscience à la personne qu'effectivement, il y a peut-être des questions à regarder. Donc vous parliez d'abattement, donc je vous propose de parler des droits de succession. Est-ce qu'on pourrait rapidement redéfinir ce que c'est que les droits de succession ? Est-ce qu'on doit obligatoirement les régler, Audrey Ferry ? Alors, les droits de succession, en fait, quand on hérite, selon la composition du patrimoine et le lien de parenté avec la personne dont on hérite, on aura ou pas des droits de succession. Les conjoints, les partenaires de PACS sont totalement exonérés, peu importe ce qu'ils reçoivent, que ce soit de l'assurance vie ou alors des biens immobiliers, il n'a aucune fiscalité. Un enfant va être taxable au-delà de 100 000 euros, si on n'a pas déjà utilisé l'abattement au cours des 15 dernières années pour faire des donations. On y reviendra après. Et ils vont être taxés, les enfants, avec un barème progressif de 5 à 45% au-delà de un peu plus d'1,8 million. Donc voilà pour la fiscalité des droits de succession. Parce que du coup, quand on parle d'optimiser sa succession, ça veut aussi dire essayer de réduire un petit peu cette fiscalité. Par quel biais on peut essayer de la réduire, Nathalie Cousy-Goussuaz ? Alors, la meilleure façon de la réduire, ou tous ces mécanismes de pacte Dutreil, c'est essentiellement de faire des donations, c'est-à-dire une transmission anticipée. Souvent, ne nous leurrons pas, ces transmissions anticipées, elles sont faites avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire que la personne qui va donner, souvent des biens immobiliers, ou des portefeuilles de valeurs mobilières, va se réserver l'usufruit, c'est-à-dire le droit de rester dans les lieux ou de louer les biens et de percevoir les revenus, ce qui donne aussi une certaine sécurité. Mais ce faisant, en fait, la fiscalité n'est assise que sur ce que l'on donne, c'est-à-dire la nue propriété. Et l'usufruit, il s'évanouit, entre guillemets, au décès de la personne qui a donné, sans nouvelle fiscalité. Et quand vous aurez compris que l'usufruit, plus on avance en âge, plus la valeur diminue, vous comprenez que plus on est jeune, plus il est intéressant fiscalement de donner, parce que l'usufruit vaut beaucoup plus cher, et donc on est imposé lors de la transmission que sur la nue propriété. Je vous donne un exemple. Imaginez une mère de famille qui a un appartement de 200 000 euros. Si son fils le recueille à son décès, après un abattement de 100 000 euros, il va payer des droits de succession sur 100 000 euros, c'est-à-dire sommairement 20% de 100 000 euros. En revanche, si cette mère a par exemple 56 ans et qu'elle donne à son fils en s'en réservant l'usufruit, son usufruit est évalué à 50% de la valeur du bien, c'est-à-dire 200 divisé par 2, 100 000. Donc, en fait, on va être imposé uniquement que sur la contrepartie, la nue propriété qui vaut 100 000, aucun droit de donation à titre gratuit, puisque, effectivement, c'est inférieur à 100 000 euros. En revanche, il y aura des droits à payer lors du passage chez le notaire, pas spécialement uniquement pour le notaire, pour refaire le titre au nom du fils. Mais vous voyez, ça permet, en se réservant l'usufruit, d'alléger, d'éviter cette fiscalité au décès. Je vous propose de revenir sur les placements qu'on évoquait au tout début, et notamment dans les placements préférés des Français, on trouve l'assurance vie. Ce placement-là, il permet aussi d'organiser sa succession. Audrey Ferry, par quel biais ? Comment ça se passe avec l'assurance vie ? Alors là, on n'est plus du tout dans une transmission du vivant. Une donation, voilà. C'est je donne aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Là, l'assurance vie, c'est vraiment un mécanisme qui va jouer au moment du décès. Donc, on ne se dessaisit pas du tout de son patrimoine toute sa vie. Donc, c'est aussi une sécurité de se dire, parce que parfois, on a des gens aussi qui veulent presque trop donner. Je pense que Maître Cousy-Goussuaz, vous pourrez confirmer. Et c'est vrai qu'on doit aussi parfois un peu freiner en disant, attention, vous êtes aussi jeune, il faut conserver pour plus tard, avoir de quoi financer l'avenir. Donc, c'est vrai que l'assurance vie, elle est intéressante parce que c'est un mécanisme qui va jouer uniquement au moment du décès. Et surtout, l'avantage, c'est que par la clause bénéficiaire, on va pouvoir désigner des personnes qui ne sont pas forcément nos héritiers légaux. D'accord ? Et dans des proportions qu'on va choisir également. Donc, c'est là où c'est intéressant, puisque jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire désigné, imaginons mes enfants et mes petits-enfants par parts égales, je vais pouvoir transmettre et multiplier tous ces abattements
Donc c'est assez intéressant. Est-ce que l'assurance vie, on l'ouvre avant de décéder, du coup, est-ce qu'on peut changer la clause bénéficiaire à Oui, des moments bien de sûr. sa vie, si jamais... Tout à fait, elle est modifiable à tout moment. Donc ça aussi, c'est une grande souplesse. C'est pas comme une donation où en effet, on a figé les choses. Voilà, une donation, c'est irrévocable, on a donné les règles du jeu, on ne reviendra pas dessus. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus souple, Pauline, parce qu'il fut un temps où le bénéficiaire désigné pouvait accepter le bénéfice de la donation, de l'assurance vie, sans même que le souscripteur soit au courant. Donc ça provoquait des drames, parce qu'en fait, une personne avait ouvert un contrat d'assurance vie, désignait une personne bénéficiaire, et bien la personne bénéficiaire acceptait du vivant du souscripteur, et du coup, le capital était bloqué. Donc il y a une réforme, Dieu merci. Effectivement, le bénéficiaire peut toujours accepter le bénéfice de l'assurance vie, mais il faut-il encore que celui qui a ouvert l'assurance, c'est-à-dire le souscripteur, donne son accord. Donc effectivement, c'est très souple et c'est un placement au niveau de la transmission extrêmement sécurisé. Mais le bénéficiaire, il est informé du vivant de la personne qu'il est bénéficiaire de cette assurance vie ? Non, pas forcément. Pas forcément. Fait, on a, je pense, un peu tous les cas de figure. La plupart du temps, c'est assez secret. Donc, le souscripteur ne va pas révéler sa clause bénéficiaire. Mais il arrive qu'il y ait des souscripteurs qui vont avoir une discussion notamment avec leurs enfants sur les notions d'égalité. J'ai plusieurs enfants qui n'ont pas forcément des enfants eux-mêmes. Est-ce que ça ne va pas faire trop de contrariété dans la fratrie si je donne une part des capitaux aux petits-enfants? Donc, il peut y avoir une information de la clause bénéficiaire, mais ce n'est pas le cas général. Pour finir, le temps passe vite, très vite. Nathalie Cousy-Goussuas, la préparation, l'anticipation, l'optimisation, ça passe par la rédaction d'un testament. Oui, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi des donations. Donc anticiper, donation-partage, où tous les enfants sont réunis et où chacun a une part de la succession sous la médiation du parent donateur. Ça peut être aussi un testament, mais si vous voulez, soit désigner les personnes qui vont recevoir tel bien. Un testament n'est pas obligatoire. Une personne, par exemple, qui a 2 enfants et qui souhaite que ses enfants recueillent son patrimoine, elle n'a pas besoin de faire de testament. En fait, parce que son patrimoine reviendra de fait à ses enfants. Donc le testament, en fait, il sert à désigner des personnes, soit parce que effectivement, elles ne sont pas dans l'ordre légal prévu par le Code civil. Par exemple, vous avez des neveux, vous n'êtes pas... Tous les neveux n'ont pas l'obligation de recevoir quelque chose. Vous pouvez en choisir un. Donc pour cela, il faut faire un testament. Vous désignez. De même, vous pouvez souhaiter que parmi vos héritiers, il y ait des legs d'attribution ou que l'un des enfants ait tel bien et que tel autre ait tel autre bien. Voyez ? Mais sinon, un testament n'est pas indispensable dès lors que la succession, ce que prévoit le Code civil, c'est-à-dire un ordre d'héritiers donné, vous satisfait. Merci beaucoup Nathalie Cousy-Goussuas, vous êtes notaire à Paris, et merci Audrey Ferry, vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie France. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à ces questions, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.